Moi, je vais me situer dans le périmètre français. Hein. On sort de cette dimension internationale qui pourtant est tout à fait déterminante et sur laquelle on devrait probablement plus réfléchir parce qu'il n'y a pas de solution qui soit limitée à un seul pays en ce qui concerne la question des droits du travail. Et, étant donné la mondialisation, la globalisation, c'est en effet sur le plan international qu'il nous faut désormais réfléchir pour parvenir à inventer des normes de travail, des garanties des travailleurs qui puissent aller au-delà de toutes les spécificités étatiques évoquées par Bernard. Alors moi, j'avais donné ça comme titre. Oui. Bon, en fait, je voulais effectivement parler de l'inventivité managériale parce que ce qui me frappe, et je suis contente de pouvoir en parler avec Bernard Thibault à côté, ce qui me frappe en tant que sociologue, c'est la sorte d'inertie syndicale par rapport à cette capacité absolument inouïe du management de produire de l'idéologie qui légitime, qui porte, qui supporte les différentes innovations organisationnelles et gestionnaires du travail, alors qu'elles vont toujours dans le même sens et que rien n'est changé de symbolique et de pratique au niveau des buts poursuivis par le management. Le management reste toujours ancré dans la même logique, qui est de trouver les moyens de contraindre et de contrôler les travailleurs pour qu'ils travaillent uniquement en fonction des critères que les employeurs décident. Critères d'efficacité, de qualité, de rentabilité. Et donc, il y a une appropriation qui a été faite une fois pour toutes de l'éthique du travail, de l'utilité du travail, de sa finalité, unilatéralement par les employeurs. Et il me semble de ce point de vue que les syndicats n'ont jamais réellement cherché à se porter sur cette dimension qui est fondamentale, qui renvoie à la question de savoir à qui appartient le travail dans la société, à qui appartiennent les entreprises. Je ne sais pas si je répète souvent, mais en 1999, je crois, le CNPF, qui est le Conseil national du patronat français, s'est rebaptisé le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat est devenu les entreprises. Symboliquement, il y a une appropriation qui est absolument effarante, parce que les entreprises sont constituées, évidemment, par les travailleurs qui y travaillent, par les salariés de différents niveaux hiérarchiques, différentes compétences qui y travaillent, mais tout doucement, gentiment, on pourrait presque dire, par successives modernisations symboliques, langagières, etc., le patronat s'arroge de plus en plus le droit d'être le représentant unilatéral des intérêts de l'entreprise, des intérêts du travail. Quand on entendait il n'y a pas si longtemps Gattaz dire « il nous faut libérer le travail », sous-entendait il faut libérer le travail d'un code du travail qui est beaucoup trop obèse, comme on disait. C'est-à-dire que nous sommes, nous les employeurs, les défenseurs du travail. Nous sommes les défenseurs de l'entreprise et nous essayons de progresser sur la voie de la modernisation, de l'efficacité pour répondre aux besoins des consommateurs et des usagers et aussi pour répondre au bien-être des salariés. Voilà. Alors nous nous changeons en permanence parce que nous sommes motivés par nous, employeurs évidemment, par ce double impératif qui est que le bien des salariés heureux, bien dans leur travail, traités avec bienveillance, seront, et c'est éthique, plus satisfaits de leur travail, mais aussi plus efficaces et plus productifs. Donc il y a une appropriation symbolique, idéologique, par le patronat du sens et de la réalité du travail, du sens, la finalité des entreprises. Et de ce point de vue-là, il me semble que les syndicats n'ont jamais essayé de se porter sur cette dimension, sur ce champ, et d'essayer de mettre en évidence toute cette idéologie produite par le management pour à chaque fois apparaître comme le seul porteur du progrès économique, progrès technologique et progrès social. Alors si on reprend au départ, c'était déjà Taylor. Taylor, lorsqu'il a pillé
les savoirs des ouvriers, parce qu'il avait bien compris que le savoir, c'est du pouvoir, et donc il avait transféré le savoir des ateliers, des ouvriers vers le patron, et on sait ce que ça a donné, hein, la One Best Way, l'éclatement des métiers. Il a dit « je démocratise le travail, je suis un grand démocrate qui permet aux travailleurs qui n'appartiennent pas au syndicat de métier de pouvoir contribuer à la prospérité de leur pays et de pouvoir gagner décemment leur vie. » Et ça a convaincu, y compris les esprits de gauche à l'époque. Hein. Et Henry Ford, qui a introduit les chaînes de montage, a bien compris l'importance de l'idéologie, puisqu'il a racheté un journal à l'époque, le Dearborn Independent, et il faisait la une des journaux pour montrer en quoi il était un bienfaiteur de l'humanité. Et je crois que je l'avais déjà dit il y a 2 ans, mais il a failli avoir le prix Nobel de la paix. Henry Ford, qui a transformé des ouvriers professionnels en exécutant sur des chaînes de montage, il a failli avoir le prix Nobel de la paix parce qu'il disait « je fais faire des bons fantastiques de productivité, je vais mettre à la disposition des consommateurs américains des voitures qui vont leur permettre de découvrir leur pays, leur beau pays, et je vais créer de la cohésion sociale parce que les gens pourront se rencontrer, etc. etc. » Donc il y a toujours eu, dans toutes les poussées organisationnelles, les inventions organisationnelles qui ont à chaque fois enfoncé un clou supplémentaire dans la violence de l'exploitation des ouvriers, il y a toujours eu cette capacité de transformer cela en un progrès spectaculaire, culturel, économique, technologique. Et les employeurs ont été en mesure de se présenter comme des bienfaiteurs de l'humanité. C'est quelque chose qui me semble extrêmement préoccupant d'un point de vue sociologique, parce qu'on arrive dans une sorte de naturalisation qui se fait progressivement, que tout cela c'est du progrès, et ça deviendra maintenant autre chose que du progrès. Ça devient on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais c'est tout simplement un basculement du contenu de l'argumentaire idéologique. Jusqu'à la fin des années 60, nous étions dans l'idéologie du progrès, de la mise à disposition des consommateurs de toute une série de biens et de services dont ils rêvaient. Voilà. On est passé de cela à l'idéologie de Taina, « There is no alternative ». C'est ce qu'avait inventé Margaret Thatcher. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Nous, les employeurs, nous sommes les défenseurs des entreprises. Nous sommes les défenseurs des emplois. Nous sommes là pour veiller au bien-être et à la défense de nos salariés. Et il y a une production idéologique extraordinaire avec, grâce, je dirais plutôt, à toute une série de gourous, de consultants, de grands cabinets internationaux, des philosophes, des psychologues. Et la version actuelle, c'est nous, les employeurs modernes, nous avons compris ce dont ont besoin non seulement les consommateurs, mais également les salariés, et nous allons faire tout pour eux. Et nous inventons les DRH de la bienveillance et du bonheur. Et les messages qui sont envoyés à l'heure actuelle par les dirigeants sont des messages, je m'excuse, d'amour. Ils disent, nous aimons nos salariés, nous voulons tout faire pour eux. Alors, je vous dis ça parce que j'en ai gros sur le cœur. Je sors des séances du procès de France Télécom. Voilà. Il se trouve qu'en ce moment, comme vous le savez, depuis le 6 mai, 7 dirigeants de France Télécom sont prévenus en tant qu'ayant organisé un harcèlement moral qui a conduit au suicide ou à des tentatives de suicide nombre de salariés de France Télécom. Eh bien, leur défense, elle tourne autour des mêmes idées, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas tout ça, on ne pensait pas du tout que nos managers, notre hiérarchie intermédiaire ne comprenaient pas que, par exemple, la mobilité, les mutations, l'accélération temporelle, c'est quelque chose qui est stimulant pour les salariés, qui les sort de leur routine, qui leur donne envie de connaître autre chose, qui les renforce. Nous, de toute façon, on n'avions qu'une idée en tête, c'est de permettre à France Télécom de survivre dans un monde de plus en plus concurrentiel. Là, il y a toute une idéologie. Et puis, à côté de ça, une sorte de, pas de repentance, mais de « Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont faibles.
il y a des gens qui sont pas résistants, et nous qui voulions entraîner tous nos salariés vers de nouvelles règles du jeu pour passer un cap important et pour que France Télécom s'impose sur le marché mondial, nous avons peut-être pas bien aidé, accompagné, comme ils le disent, certaines personnes dont la fragilité s'est avérée à travers ensuite des passages à l'acte. Alors, ils vont parler de certaines personnes bipolaires, d'une autre personne qui avait perdu son père 2 ans auparavant, etc., etc. Donc, on est du côté du patronat dans une capacité d'imagination idéologique permanente pour essayer de montrer que toutes les modalités organisationnelles qui se sont succédées, toutes les modalités de gestion des salariés qui se sont elles aussi succédées, en réalité étaient les seules bonnes, les seules désirables, les seules possibles. Et face à ça, je trouve qu'il y a une sorte d'impensé syndical. Les syndicats se sont toujours beaucoup intéressés et focalisés et ont beaucoup combattu sur les items liés à l'emploi, au salaire, à la stabilité de l'emploi, à la durée du travail éventuellement. Mais tout ce qui tourne autour du sens du travail, de sa finalité, de ce qu'on est en droit de demander aux travailleurs lorsqu'ils sont embauchés par l'entreprise, là, il y a curieusement un désert. Il y a un désert, et je pense que c'est probablement là que maintenant la bataille doit se mener. La bataille, elle doit se mener sur le front idéologique, parce que les syndicats l'ont mené à leur façon sur le plan idéologique. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait un idéal communiste, etc., qui s'est effondré. Et maintenant, il n'y a plus cette capacité idéologique de remettre en question la légitimité des logiques et des stratégies patronales. C'est quelque chose qu'il nous faut inventer. Alors, je vais reprendre un exemple qui me semble très, très important. Je sais pas, je pense que j'en avais parlé ici déjà il y a 2 ans, mais peu importe. Je pense qu'il n'y a que moi qui m'en souvienne. La question de la subordination. Vous savez que la jurisprudence établit que lorsque l'on entre dans le salariat, on est de facto soumis à une clause de subordination, qui veut tout simplement dire que l'on doit obéissance à son supérieur hiérarchique. Alors ça s'appelle la subordination dans le secteur privé, ça s'appelle le devoir d'obéissance et de réserve dans le secteur public, mais il y a cette idée que n'importe quel professionnel qui arrive dans l'entreprise avec la volonté de gagner sa vie, mais aussi de contribuer à la production de biens et de services utiles pour la société, quel que soit son niveau de compétence, quelle que soit son ouverture sur le monde, ses capacités, etc., il est ancré de facto dans un rapport de subordination à ses supérieurs hiérarchiques. On a vu ce que ça a pu donner dans certains cas, lorsque les salariés sont obligés, sans mot dire, de mettre, en 2 mots, sans mot dire, de mettre de la viande dans des raviolis, de la viande de cheval dans des raviolis, alors que ce sont des raviolis qui sont supposés être à la viande de bœuf. Bien sûr qu'ils le savent, ils connaissent ce qu'est la viande de bœuf. Ou des ingénieurs à se torturer l'esprit pour truquer des logiciels de contrôle de pollution, comme on l'a vu pour les automobiles Volkswagen. Bon, donc la clause de subordination, elle est une sorte de carcan, de camisole qui maintient chacun à sa place dans l'entreprise, dans un rôle de dominer. Voilà, c'est par définition, chacun accepte d'être dans un rôle de dominer. Et par rapport, une nouvelle fois, à ce procès de France Télécom, on voit bien comment cette clause de subordination a joué. Comment chacun, dans son travail, tous ceux qui ont été poussés à quitter l'entreprise, puisqu'il fallait faire partir 22 000 salariés par la porte ou par la fenêtre, comme avait dit élégamment
le président général Lombard à l'époque, ou ceux qui ont été, il y en a eu 10 000 autoritairement mutés, par exemple des gens qui travaillaient sur les lignes de télécommunications, qui étaient des manuels, des ingénieurs, des techniciens fiers de leur boulot, qui travaillaient au grand air, etc., et qui se sont retrouvés mutés sur des plateformes en tant que téléconseillers. Et les autres, ceux qui sont restés, qui ont été obligés de transformer totalement les valeurs professionnelles, l'éthique, l'identité professionnelle qui était la leur, c'est en raison de cette clause de subordination, parce que, évidemment, la modernisation à l'époque s'est accompagnée d'une individualisation systématique de l'organisation du travail et de la gestion des salariés, une individualisation qui est devenue une personnalisation, puisque chacun a des objectifs personnalisés, des primes variables selon son travail, puisque chacun est évalué ensuite selon ses performances, selon ses traits de caractère. Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il accepte de sortir de sa zone de confort? Est-ce qu'il accepte de prendre des risques? Est-ce qu'il devance l'appel, etc., etc. Personnalisation, mais même psychologisation, narcissisation. Montre-nous qui tu es, montre-nous si tu es bon à ton travail, étonne-nous, montre-nous que tu mérites ta place, que tu peux rester et nous faire gagner plus d'argent là où tu es. Bien, toute cette logique rend la subordination encore plus douloureuse, encore plus dure, parce que la subordination, elle est vécue sur un mode personnel, individuel, personnel. Auparavant, dans les années 50, 60, 70, la subordination, elle était vécue au sein de collectifs, des collectifs. Et les collectifs, ils en faisaient quelque chose. Ils en faisaient quelque chose parce que c'était de l'indignation, c'était du rejet, c'est dégueulasse, c'est pas normal. Il y avait un décryptage politique et syndical de cette subordination qui était collective. Ah ben on sait très bien pourquoi on en bave, on sait très bien pourquoi on souffre plus. C'est parce que le patron il veut s'en mettre encore plus plein les poches. On ne va pas se laisser faire. Et du coup, cette idée de pouvoir se porter comme acteur collectif, cette idée de pouvoir changer les choses, et cette idée qu'on condamne ensemble, collectivement, moralement, ce qui se passe, on considère que ça n'est pas juste, que ça n'est pas normal. Maintenant, dans ce monde modernisé du travail, il n'y a plus cette capacité individuellement de condamner, de dire c'est pas juste, c'est pas normal, qu'on m'humilie, qu'on me donne plus de travail, qu'on me donne des objectifs surdimensionnés, ça n'est pas normal. Et chacun le prend sa propre souffrance, non pas comme le symptôme d'une exploitation plus grave, mais comme le symptôme d'une défaillance personnelle, d'une insuffisance personnelle. Si je suis fatigué, si j'en peux plus, si je suis proche du burn-out, c'est parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est que je ne suis pas à ma place, c'est que je ne suis pas à ma hauteur, c'est que je ne suis pas bon. Voilà. Et on voit bien que la logique managériale de soi-disant modernisation, on passe de la gestion collective à la prise en compte des besoins et des désirs individuels des uns et des autres, qui se fait toujours dans le cadre de la subordination, devient de plus en plus pernicieuse, de plus en plus dangereuse. Et elle a des effets sur non seulement l'équilibre psychique des individus, mais elle a aussi des effets sur la vie citoyenne et politique des uns et des autres. Le désintérêt politique, les abstentions sont, à mon avis, pas uniquement liées à l'évolution du jeu politique, mais aussi à ce sentiment d'impuissance personnelle que les uns et les autres expérimentent sur leur lieu de travail. Parce que chacun est confronté désormais à une épreuve solitaire, personnelle, individuelle, tout seul, dans le cadre d'une subordination qui fait qu'il ne peut rien contester, rien remettre en cause. Alors voilà, je ne sais pas si je suis... Tu as, vas-y, je ne t'ai pas encore. Tu m'as pas, ben oui, mais lui, il avait fait 20 minutes aussi. Bon. Tu as 30 minutes. J'ai 30 minutes, bon. Non, alors, tout ça pour en revenir à deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quand j'essaye de parler à certains syndicalistes, ou même à des inspecteurs du travail, ou même à des juristes, par rapport à cette question de la subordination, ils me disent « Daniel, ne mets pas les pieds dans cette affaire. » Parce que la subordination, c'est la garantie des droits et de la protection des salariés. C'est parce qu'il y a une subordination que l'employeur est considéré comme responsable
du bien-être et de la santé physique et mentale de ses salariés, et que donc il doit veiller à leur bien-être, et il peut être considéré comme responsable. Ensuite, il peut être décrété comme responsable d'une cause comment on appelle ça, une faute inexcusable de l'employeur s'il se passe quelque chose de dangereux ou de délétère pour son salarié. Donc, il y a ancré fondamentalement dans l'esprit des syndicalistes et des juristes cette idée que la subordination est la garantie de la protection et que tout le code du travail en dépend. Pour preuve, me disent-ils souvent, et ils n'ont pas tort de ce point de vue-là, lorsque des ubérisés, des travailleurs qui sont ubérisés essayent de faire reconnaître, essayent d'avoir des droits, ils essayent de démontrer qu'ils sont dans un lien de subordination. C'est-à-dire qu'on réclame la subordination, c'est quand même extraordinaire, pour pouvoir bénéficier de garanties et de protection. On est dans cette logique-là. Et les juristes disent on ne peut pas retirer, on ne peut pas sortir de cette équation. Subordination égale garantie. Subordination égale protection. Alors, par rapport à ça, moi, je suis sociologue, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas syndicaliste. J'ai le plus grand respect pour les organisations syndicales et pour les militants syndicalistes. Je sais que le travail qu'ils font est absolument démentiel dans un monde aussi hostile que l'est notre monde du travail pour les salariés. Mais moi, en tant que sociologue du travail, je me dis comment faire pour que l'on puisse déconstruire cette fausse évidence que subordination égale droit, protection et garantie. Comment peut-on déconnecter ces deux éléments d'une équation qui me semble conduire à toutes les dérives, toutes les exactions dont on a eu une illustration absolument épouvantable pendant toute cette durée du procès Lombard. Et moi, il me semble qu'on devrait pouvoir inventer l'idée que c'est parce qu'on s'engage dans le travail, c'est parce qu'on a des risques lorsqu'on est engagé dans le travail qu'on a droit à des protections, qu'on a droit à des garanties et à des droits. C'est parce qu'on s'engage dans le travail et pas parce qu'on s'engage dans la subordination. Et je me demande pourquoi est-ce que ce qui semble une évidence est quelque chose qui n'est absolument pas porté pour l'instant au débat public, et que cette dimension qui est totalement archaïque et qui bloque toute évolution du système, de notre système de travail, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas remise en cause? Alors, elle me semble d'autant plus devoir être remise en cause, et je vais m'arrêter là, que ce n'est pas uniquement, et pourtant c'est fondamental, la santé morale et physique, le bien-être des salariés qui est en cause avec cette règle de subordination. C'est aussi tout l'avenir de l'humanité dans la planète. Parce que c'est bien en raison de cette subordination que n'est pas remise en question la prédation systématique qu'organisent les entreprises dans le cadre du capitalisme libéral, prédation des ressources de notre planète. Il n'y a personne, nulle part, qui soit en droit de porter une critique et de tenter de mettre une limite à ces politiques liées au capitalisme ultralibéral. Tant que la logique sera celle de la subordination, il n'y aura pas place pour une intelligence collective qui puisse se développer et remettre en cause la prédation de la ressource humaine au même titre que la prédation des ressources de notre planète. Donc je pense qu'il y a devant nous véritablement un champ à investir, et je crois que ce champ devrait être investi par les salariés, par les organisations syndicales et par les citoyens qui souhaitent défendre non seulement le principe de la justice sociale et de l'égalité, mais également celui de la survie de notre espèce sur cette planète.